Vous vous souvenez dans ma première vidéo? Je vous disais que de mon point de vue, je voyais ce film comme un témoignage d'une ère, d'une époque passée, d'une évolution future. Eh bien, c'est cette séquence qui a forgé mon opinion. Ces immeubles, construits dans les années 50 par Minoru Yamasaki, formaient le quartier de Pretty-Go à Saint-Louis dans le Missouri. 15 années plus tard, le gars devient une grosse rosta de l'architecture en concevant le World Trade Center. Ah, rien que ça. Devenue une référence architecturale aux États-Unis, la cité de Pretty-Go avait pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté. Mais bon, Yamasaki a apparemment la grosse loose avec ses constructions, puisque en 1956, la loi sur la ségrégation dans les logements est abolie. Du coup, la majorité des locataires blancs quittent la cité, laissant vacants près de 40% des logements. Et c'est comme ça qu'en 1972, les immeubles sont rasés. Godfrey Reggio nous montre ces images et de fait se positionne en tant que témoin d'une époque. Ainsi, il offre son interprétation socio-historique de l'événement. En nous montrant la destruction de cette cité, il cherche surtout à nous montrer la mort de l'architecture moderne. Et ça laisse songeur. On se demande ce qui pourrait se passer dans le futur. Le futur. C'est pas croyable. Mais surtout, Godfrey Reggio nous fait nous poser une question existentielle. Est-ce que l'humanité rebondira sur cette défaite sociale? Va-t-elle au contraire répéter les mêmes erreurs? Ou bien, tout laisser en friche? On ne sait pas. Le pire comme le meilleur est à venir. Et pour moi, c'est le message du film. Et il suffit pour s'en convaincre d'analyser les scènes d'ouverture et de fermeture de Koyaanisqatsi.
La première scène d'un film, en fait, c'est vachement important parce que ça laisse de nombreuses clés de lecture qui sont confirmées lors des derniers plans. Koyaanisqatsi n'échappe pas du tout à cette règle. En effet, le film s'ouvre sur un pictogramme amérindien qui représente des silhouettes humaines. Ces figures se dissolvent dans un fondu enchaîné, laissant place à une massive explosion qui ravage tout. Bon, presque tout parce que on se rend compte en fait qu'il s'agit du décollage d'une fusée. Et à la fin du film, justement, on assiste à ce décollage sous différents angles, au vol de la fusée, à sa destruction dans le ciel et à la chute vertigineuse d'un fragment enflammé. Nouveau fondu enchaîné, et les silhouettes humaines réapparaissent. Bon, à partir de là, on peut imaginer que le début du film nous montre l'extinction d'une société archaïque représentée par les dessins, par les pictogrammes amérindiens, au profit d'une société contemporaine symbolisée ici par la fusée et plus globalement par la technologie. Mais par contre, la fin du film, elle nous met en garde. Elle nous dit que si on continue à pousser trop loin notre soif de machinerie et de technologie, on risque, tout comme l'autre connard d'Icare, qui voulait voler près du soleil ou un truc du genre, de se cramer les ailes. En revenant sur cette peinture rupestre du dernier plan du film, le réalisateur veut nous faire passer un message. Il nous dit, grosso modo, souvenons-nous de nos ancêtres, apprenons de nos erreurs, ralentissons notre rythme voué à l'autodestruction et retissons des liens avec la nature qui nous entoure. J'essaye de vous dire, c'est que vous validez, comme tout le monde, moi je parle des conséquences et de la façon de lutter contre. Il y a des gens, si vous voulez, qui, comme vous, vendent une sorte de religion avec l'idée, si vous voulez, qu'on n'inventera jamais rien, je veux dire, de nouveau. Si, vous vendez une religion et, à vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. Ça dénonce vachement, hein, c'est quand même mieux que dit Alexis Bertrand, vous pensez pas ? Et le message du réalisateur, il est plutôt clair, parce que même si Godfrey Reggio prétend que son film est neutre, car comme aucun mot ne vient l'étayer, forcément, il n'y a pas de discours, sauf qu'au cinéma, il n'y a pas besoin de verbe pour faire passer une idée. Le cadrage, le montage, le choix de la musique sont entre autres des éléments de langage. Koyaanisqatsi est donc plus bavard qu'il n'y paraît au premier abord, et cette séquence peut vous le démontrer. Ici, on a trois éléments. La foule empruntant les escalators du métro, les véhicules circulant dans les artères de la ville, et les saucisses se déplaçant à travers une machine à transformer de la viande. Le rythme est identique, machinal. Le message est plutôt efficace. Nous ne sommes que de la viande, de mauvaise qualité en plus, subissant un rythme effréné et mécanique. Cette métaphore, induite par le montage, est loin d'être nouvelle dans l'histoire du cinéma. En 1936, dans les temps modernes, Chaplin tient un discours qui pourrait s'apparenter à celui de Koyaanisqatsi. Eisenstein, qui était un grand réalisateur et théoricien russe, qualifie ce montage de dialectique. C'est-à-dire que pour lui, la combinaison de plusieurs images entre elles crée un nouveau sens qui n'existe pas dans un plan isolé. Lev Kuleshov, un autre soviétique qui était professeur d'Eisenstein, entre autres, l'a illustré lors d'une expérience en 1921. Il montra à ses étudiants deux plans. Celui d'un homme ayant une expression neutre, puis le plan d'un bol de soupe. Par association, les étudiants s'imaginaient que l'homme avait faim. Bon, l'existence de cette expérience est relativement discutée, mais elle met quand même en évidence la capacité d'un plan à influer sur le sens des plans le précédent. Comme ça, on n'a pas besoin de dialogue, ni même de scénario pour faire passer un message au sein d'un film. C'est ce qu'on appelle le modèle non narratif. Et Koyaanisqatsi s'inscrit parfaitement dans cette mouvance en s'inspirant de L'homme à la caméra de Dziga Vertov.
j'aimerais conclure en vous parlant quand même de ce film de 1929. Il débute ainsi. Un avertissement qui est un peu prétentieux, mais bon, le réalisateur tient néanmoins ses promesses. Parce que ici, il n'y a pas de narration, ici, il n'y a pas de dialogue, ici, il n'y a pas de personnages principaux, ni même d'acteurs, enfin, au sens strict du terme. Ces absences pourraient laisser envisager que le film manquerait de cohérence et n'aurait pas grand-chose à dire, mais que nenni! L'homme à la caméra est, tout comme Koyaanisqatsi, particulièrement éloquent et fait passer son discours lui aussi grâce à son montage, ses cadrages et ses trucages, comme la manipulation du temps par exemple. Regardez cet extrait. Comme vous l'avez vu, d'un côté on a des opératrices qui manipulent de manière répétée les prises d'un commutateur téléphonique, et de l'autre, on a les mains d'une ouvrière en train d'emballer des cigarettes. Le montage parallèle entremêle ces deux activités et va accélérer le rythme de transition entre les deux plans jusqu'à ce que la séquence prenne un rythme machinal qui copie la nature du travail à la chaîne. Cet effet de montage permet de dénoncer l'aliénation de l'individu par la machine. Et si cette scène vous rappelle celle de Koyaanisqatsi que l'on a analysée précédemment, vous savez, celle avec les saucisses. Des saucisses. Eh ben, c'est plutôt normal, parce que le montage il est relativement proche, de même que le message qui est véhiculé. C'est tout ça qui me fait penser que Godfrey Reggio et Koyaanisqatsi sont de dignes héritiers de Dziga Vertov et du mouvement qu'il a créé, le Kino Pravda, ou le ciné-vérité. L'idée principale de ce mouvement est de restituer le réel de façon plus complète, d'en dévoiler des pans inaccessibles à l'œil humain par le biais de l'œil mécanique d'une caméra. Et c'est exactement ce que fait Koyaanisqatsi. Et voilà, on a vu que Koyaanisqatsi racontait quand même une histoire, mais d'une manière qui nous est pas du tout habituelle et qui est un peu particulière. Pour ma part, je kiffe vachement. Mais vous, vous avez aimé ou au contraire, pas du tout? Est-ce que vous aimez qu'on vous raconte des histoires comment? Plutôt sous l'angle de la fiction, du documentaire ou autre chose qui soit encore complètement plus fou? Vos avis m'intéressent et pour cela, il y a la section commentaires. Bip!